Alors, bon matin. Quoi de plus normal pour une conférence sur la restructuration qu'un début de tempête? C'est comme ça que les dossiers commencent avec nous et on espère que les dossiers vont mieux finir que la tempête. Ce matin, on va parler de fonds de pension, de déficit de fonds de pension. Pourquoi? Parce que depuis l'arrêt Indalex en avril 2011, la terre a tremblé. Ce que les gens n'aiment pas dans le domaine de l'insolvabilité, comme dans le domaine des affaires en général, c'est l'incertitude. Alors, on prend des décisions, on se sert d'outils que l'on connaît très bien et on les applique à une situation donnée et on espère que ça donne les résultats escomptés. Or, avec Indalex, ce qui est arrivé, c'est le spectre de voir une sûreté prioritaire ou un élément qui va venir déranger l'ordre établi ou que l'on croyait établi en matière de sûreté, en matière de répartition de prix de vente d'actifs. Évidemment que c'est un grand impact, c'est un grand impact pour les travailleurs, c'est un grand impact pour les institutions financières, c'est un grand impact pour tous les créanciers garantis de quelque nature que ce soit. Et pour en parler ce matin, Martin et moi allons aborder finalement les décisions importantes en la matière avant de vous dire plutôt quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer. Il est important de parler d'Indalex pour bien le comprendre, pour bien comprendre sa portée, pour bien comprendre ce qui a motivé le juge de la Cour d'appel de rendre cette décision ainsi, pour en tirer des leçons et aussi pour conclure que tout n'est pas fini, tout n'est pas terminé. Alors, ce que je vous propose ce matin, en présumant que... Ah oui, ça fonctionne. C'est de vous parler un petit peu des enjeux, mais Martin va reprendre ça un peu plus après l'analyse de jurisprudence. De vous parler d'Indalex en cour supérieure et en cour d'appel pour bien comprendre les faits qui ont amené cette décision-là et le droit ontarien qui est appliqué dans la décision. Vous parler ensuite de comment les tribunaux des instances des cours inférieures, soit la Cour supérieure de l'Ontario dans Timicco et la Cour supérieure au Québec dans White Birch, ont traité du passage de l'ouragan Indalex et quelles sont les conséquences pour les praticiens aujourd'hui. Alors, au Québec, pour vous donner une statistique pour vous mettre en appétit, il y a 1300 régimes complémentaires de retraite. Ça, c'est des informations de compagnies publiques. On ne parlera pas non plus des régimes gouvernementaux qui accusent actuellement ou qui accusaient au moment de la prise en note des statistiques, soit il y a un an, un déficit d'environ 26 milliards. Donc, c'est évident que notre société a des problèmes avec les régimes de pension et qu'on s'achemine vers une crise où il devrait y avoir un dénouement. Le dénouement va-t-il être causé par les tribunaux ou le dénouement va-t-il être causé par l'opinion publique qui va faire pression sur les gouvernements? Bien, on verra. Ce matin, on va vous parler de ce que les juges en disent et comment ils vont influencer ou pas le traitement de ces déficits actuariels. Alors, Indalex, c'est l'arrêt qui nous préoccupe ce matin. C'est une décision qui a été rendue en avril 2011 par la Cour d'appel de l'Ontario et qui a été portée en appel à la Cour suprême du Canada. L'audition a eu lieu le 5 juin et on attend toujours la décision. Alors, ça peut arriver n'importe quand, mais on s'attend à ça incessamment. Comme je vous disais tantôt, on va parler de White Birch et de Timicco, les décisions qui ont eu à traiter de l'aftermath ou le post-Indalex. Alors, les faits dans Indalex ont commencé principalement... c'est une restructuration assez banale, comme on en voit beaucoup aujourd'hui. Alors, en mars 2009, Indalex US dépose un Chapter 11 aux États-Unis. Sa filiale plutôt canadienne, se met sous la protection de la LACC le 3 avril 2009. Et le 8 avril, quelques jours après, il y a un financement intérimaire qui est accordé, un DIP, qui est fait avec JP Morgan Chase, et où la mère américaine a dû cautionner le remboursement de ce prêt. Vous avez ensuite, le 20 juillet 2009, l'approbation de la vente de tous les actifs. C'est un CCAA de liquidation, ou une LACC de liquidation, comme on dit dans le jargon. Et à ce moment, donc, on se rappellera que les procédures ont été commencées en avril 2009 au Canada. En juillet 2009,
c'est la requête pour permission de vendre, obtenir un vesting order, une vente de tous les actifs de l'entreprise à un tiers, et ce sans sûreté et privilège. Lors de l'audition, pour la première fois, lors de cette audition-là, le syndicat qui représente les employés salariés de Indalex, de même que le procureur des retraités non syndiqués de Indalex, sont intervenus au débat et ont pour la première fois soulevé la question ou l'argument, si on veut, qu'il existe un deemed trust, une fiducie présumée en faveur des employés, tant salariés que non salariés de l'entreprise, pour les divers déficits des fonds de pension. Alors, on a opposé principalement dans ce dossier le fait qu'il existe, en vertu de la législation ontarienne, la loi ontarienne qui régit les fonds de pension, des dispositions statutaires qui créent une fiducie présumée pour tout déficit actuariel. On va voir que ce n'est pas tout déficit actuariel, on va voir que c'est évidemment pas si simple que ça en droit, puis on va voir comment les juges l'ont traité différemment en cour supérieure comme en cour d'appel. Alors, le juge Campbell, qui était le juge de première instance, a ordonné au contrôleur « faisons la vente ». Et il a dit « on a tiré de cette vente un montant important ». Alors, il a dit au contrôleur « versez le 17 millions US au prêteur DIP ». Il a aussi demandé au contrôleur de recevoir le montant en litige, autrement dit, ce que représenterait le déficit actuariel, tant pour le fonds de pension des salariés que pour le fonds de pension des cadres, de le garder in trust et qu'on verrait plus tard si l'argument de ces parties-là avait gain de cause, on pourrait le reverser ou non. Alors, il a fait la transaction et ça a entraîné le fait que Indalex US, en vertu de son cautionnement, a dû indemniser JP Morgan pour la différence, parce que le DIP était plus élevé que 17 millions. Et donc, Indalex Canada s'est retrouvé subrogé dans les droits de JP Morgan Chase dans tous les actifs, donc incluant sur le montant gardé en réserve par le contrôleur, qui était d'environ 6,75 millions, pour se dédommager de ce cautionnement qu'elle a dû payer. Alors, comme je le disais tantôt, l'objection des retraités d'Indalex et des syndicats, c'est qu'il y avait une fiducie présumée statutaire pour les déficits de régime de retraite. Les auditions ont eu lieu quand même. Le juge a gardé l'argent in trust et le procès s'est poursuivi le 28 août. Alors, quel était le fond factuel derrière ça? Alors, les cadres. Pour les cadres, les cadres avaient un régime distinct des salariés. Ils avaient une réclamation il y existait à l'époque du filing ontarien un déficit actuariel de 3,2 millions. Alors, la prétention des cadres est à l'effet qu'il y a une fiducie présumée, c'est l'article 57.4 du Pension Benefit Act, ou le PBA, qui crée cette fiducie-là. Et il s'agit à ce moment-là d'un fonds de pension qui n'est pas liquidé. Alors, il faut tenir en compte cet élément qui va revenir dans toute l'analyse des faits. Le fonds de pension n'était pas liquidé au moment du filing, bien qu'il y avait des documents internes dans la compagnie qui prévoyaient, peu de temps après la restructuration, que ce fonds de pension serait liquidé. Ça aussi, c'est important à retenir comme élément de la trame factuelle quand on va lire l'arrêt ou on va analyser l'arrêt de la Cour d'appel. Alors, les cotisations ordinaires, donc, juste un aparté, en matière de fonds de pension, vous avez des cotisations ordinaires qui sont payées régulièrement tous les mois par l'employeur et des cotisations spéciales qui sont créées en vertu des déficits actuariels. Et là, on évalue une fois tous les 2 ans, je ne sais pas si c'est à tous les ans ou les 2 ans, les actuaires fournissent à l'administrateur du régime une évaluation actuarielle du fonds de pension. Et si le fonds de pension est déficitaire, bien, il faut récupérer cet arrérage-là avec une cotisation spéciale. Et c'est cette cotisation spéciale qui s'attaque au déficit actuariel. Normalement, les législations des diverses provinces permettent de répartir ce repaiement sur plusieurs années. La moyenne, c'est entre 3 et 5 ans, dépendant des régimes que l'on regarde dans diverses provinces. Alors, dans ce cas-ci, dans le cas des cadres, le prochain versement était en 2011. Donc, en date du filing, oui, il y a un déficit actuariel, mais il n'y a aucune cotisation ordinaire ou spéciale qui est impayé. Les salariés, c'est différent. Le régime avait été liquidé au 31 décembre, je crois que c'est 2006, ça précède,
en tout cas, bien avant le dépôt de la requête introductive d'instance en vertu de la LACC.